Tout d'abord, un grand merci à tous les 9. On tenait vraiment à vous montrer ce panel d'acteurs économiques qui vont de l'association à la grande entreprise, de la TPE en passant par les ETI. C'est que des entreprises et des organisations qui montrent que l'économie au service de l'humain et de la nature, eh ben, elle existe déjà. Et donc, en effet, c'est toutes ces raisons d'être qui, pour nous, nous donnent l'espoir et la force de nous battre au quotidien, de montrer qu'on va y arriver ensemble, parce que nous, on est des fervents optimistes, et puis le jour où j'y crois plus, bah, j'arrête de toute façon, hein, sinon c'est pas possible. Donc, on va y arriver ensemble, et l'objectif, c'est que chacun, à sa place, va créer ce continuum, parce que vous le savez, pour ceux qui font un petit peu d'affaires publiques, c'est comme ça qu'on gagne du rapport de force. C'est en ayant un continuum d'acteurs qui ont tous une même vision et qui parlent d'une même voix autour d'un projet de société commun. Donc c'est un rêve un peu fou, mais on a 9 représentants qui ce soir sont là pour nous parler de ce rêve fou qu'ils sont en train de réaliser individuellement, collectivement, et on a envie de franchir une étape tous ensemble. Ouais, je suis vraiment très heureuse de vous voir tous. Vous êtes 9, alors on va essayer de respecter le temps de parole pour profiter du buffet qu'on est en train d'installer au fond avec à manger et pouvoir après échanger. Donc je vais vous donner la parole, avec Hugo on va distribuer la parole. 3 minutes pour aller droit au but. Malo, je te propose de commencer. Tu es le responsable des affaires publiques du mouvement Impact France, le réseau qui s'est imposé face au MEDEF. Plus de 30 000 entreprises. Chaque année, vous tenez vos universités d'été qui sont de plus en plus médiatisées. Vous avez des collectifs, vous avez des entreprises et vous avez remporté une récente victoire. C'est historique. La PPL anti-fast fashion, avec l'aide de voix économiques dissidentes. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui s'est passé et comment cette victoire a été acquise et ce dont tu rêves après pour des lois structurantes systémiques? Tout ça en 3 minutes. Merci beaucoup pour l'invitation. Effectivement, la loi anti-fast fashion, je pense que c'est une loi qui est en réalité un cas d'école de loi de transformation d'un secteur de l'économie et qui, en même temps, montre bien, peut être considérée comme une preuve tangible que parfois la mobilisation du secteur économique sur ces sujets de transformation, elle peut fonctionner. La loi fast fashion, c'est quoi? C'est une loi qui vise globalement à remédier à une situation que l'on connaît malheureusement trop souvent. C'est une situation de primo-vice qui encourage les entreprises à délocaliser vers des productions à très forte empreinte environnementale et sociale, pour ne pas dire à l'autre bout du monde, dans des conditions sociales désastreuses. Cette loi, elle existe aussi parce qu'on va dire qu'elle répond à 4 impératifs. Un impératif environnemental que l'on connaît tous sur les impacts de la fast fashion, un impératif social également, mais aussi un impératif économique et territorial qui est lié aux conséquences de ce système qui fonctionne et sur lequel perdurent et se développent les pratiques issues de la fast fashion et qui met en réalité de nombreuses entreprises françaises, de nombreuses usines françaises du secteur en grande difficulté avec de nombreuses défaillances, de nombreuses fermetures ces dernières années. Donc c'est une loi qui est particulière et c'est on va dire par la réunion de ces 4 impératifs sociaux, écologiques, environnementaux, économiques et territoriaux, donc par une corrélation entre ces différents facteurs, qu'on est parvenu alors c'est temporaire pour le moment, mais à avoir une loi qui crée un nouveau système de protection, en réalité, du 21e siècle de nos entreprises, qui ne se fonde pas sur simplement le pays d'origine du produit, mais sur sa qualité environnementale et sociale. Et ça a fait tilt, alors bien sûr, chez un grand nombre d'ONG, je pense à la coalition Stop Fast Fashion, mais aussi dans le monde économique, où tous nos acteurs de la mode durable, du Made in France, qui sont en difficulté depuis des années, se sont réunis pour porter cette voix, pour alerter. Donc on a travaillé en mode climat avec une 25 fédérations professionnelles du secteur, pour porter cette voix, pour porter des messages communs et vraiment parvenir à obtenir cette victoire. Ce qui est intéressant avec la fast fashion, c'est que ces causes, on les retrouve dans de nombreux secteurs de l'économie et qu'elles montrent bien qu'il y a un vrai enjeu d'aller vers une transformation des manières de faire, des règles du jeu de l'économie, aussi pour des raisons de protection et de compétitivité de nos entreprises. Donc encore une fois, la corrélation entre les enjeux écologiques, sociaux et économiques, elle est réelle, c'est une vraie réalité.
Et donc on a ce besoin de continuer à pousser, à nous mobiliser, nous, donc réseau, tête de réseau d'entreprises engagées, à porter cette voie-là, à aller sur le terrain pour faire des remontées de terrain, des retours d'expérience très concrets, pour avoir une parole qui soit crédible et qui soit vraiment adaptée aux réalités opérationnelles des entreprises. On a aussi besoin d'avoir une voix qui soit unie. On est dans un rapport de force, très souvent, on le sait, qui n'est pas forcément toujours à notre avantage. Ce qui compte beaucoup dans ce milieu-là, c'est la force du nombre. On a besoin d'être rassemblés, d'éviter les dispersions, de construire une véritable alternative écologique et sociale aux organisations d'employeurs traditionnelles qui parfois jouent contre leur camp. Et donc c'est tout l'enjeu aussi de la dynamique que nous lançons avec Impact France, donc avec des cercles sectoriels, avec une alliance avec beaucoup d'organisations et de réseaux d'entreprises, dont certains sont d'ailleurs présents à cette table, pour se coordonner, pour compter nos forces et travailler avec l'expertise et en fonction des priorités de chacun. Merci Malo. Je vais donner la parole maintenant à Thomas. Thomas, tu es à la tête du réseau Bicorp. Tu as imposé la nature au sein de ton conseil d'administration à Norcis. Tu incarnes ces nouveaux patrons qu'on aime et qui ringardisent Bernard Arnault. Explique-nous comment aller chercher toujours plus de dirigeants comme toi. Donne-nous tes meilleurs conseils pour convaincre les entreprises qui ne sont pas engagées. Mon petit doigt me dit qu'une réforme des critères Bicorp va dans ce sens. Merci Valérie. Bon, déjà, j'aimerais qu'on se place tous en fait, à l'échelle des citoyens et citoyennes que nous sommes et de mettre quelques mots sur nos mots, parce que dans les malheurs du moment, il y a aussi, je pense, le meilleur terreau pour nous permettre de mener les combats à venir. Et le panel précédent, moi, il m'a un petit peu réveillé quand même dans mon envie citoyenne de vrai. Pardon pour l'expression, mais j'en ai un petit peu marre de prendre des branlées. Donc j'ai très envie qu'on s'organise davantage pour trouver des leviers et faire en sorte que on puisse contribuer à une société plus juste et soutenable. Et je suis sûr que ce qui nous réunit tous ici d'ailleurs sur le panel. Alors pour y arriver, j'essaie d'œuvrer à 3 niveaux. D'abord donc chez Norcis, l'entreprise de 700 salariés dans laquelle on a décidé récemment de créer un siège de représentation de la nature au sein du conseil d'administration avec un droit de veto. Mais au-delà de la nature, puisqu'il s'agit de réunir des parties prenantes qui ne se parlent pas suffisamment, on élargit même le sujet à d'autres formes de parties prenantes. Par exemple, on va inviter un membre du CSE au prochain conseil d'administration et on va le faire dans d'autres instances de gouvernance. On va mettre d'autres représentants de la nature au conseil éthique, etc. Et dans les sujets là qui nous préoccupent, moi j'y vois un super levier au sein des entreprises, et n'importe quelle entreprise peut le faire, pour créer un dialogue beaucoup plus équilibré entre les finalités économiques, sociales et environnementales. Après, il y a un deuxième levier, c'est le mouvement des Bicorp. Donc, c'est un mouvement international. Aujourd'hui, c'est plus de 10 000 entreprises certifiées dans le monde. Vous en connaissez forcément certaines, à l'international ou en France, avec ce petit logo et ce petit B parfois qui est visible. Mais surtout derrière, c'est beaucoup d'efforts que font ces entreprises pour atteindre un certain niveau d'exigence en matière sociale, environnementale, de gouvernance, etc. Et il se trouve qu'il y a une révolution en fait à l'œuvre au sein du mouvement, puisque pour la première fois en 20 ans, le standard est en train d'être complètement revu. Et il y a une nouveauté intéressante à partager ce soir avec vous, c'est que désormais sera demandé aux entreprises qui sont candidates à la certification de la transparence sur leurs actions collectives et les affaires publiques. Donc il y aura 3 leviers ou 3 thèmes, sous-thèmes qui seront regardés. C'est tout ce qu'elles font pour soutenir un lobbying responsable, donc des actions collectives pour soutenir une économie plus juste et plus soutenable. On leur demandera aussi de montrer ce qu'elles font au-delà de leur propre périmètre dans des coalitions pour contribuer à l'évolution des pratiques dans leur secteur. Et le 3e levier, ce sera de regarder comment elles font preuve de transparence sur différents sujets, notamment au niveau fiscal. Dans le monde économique, on a quelques petits sujets là-dessus. Ça, c'est le 2e levier. Et puis le 3e, et je terminerai là-dessus, c'est donc d'essayer d'œuvrer beaucoup plus collectivement, notamment entre des mouvements, des réseaux, etc. Parce que s'il est une chose qui apparaît évidente aujourd'hui, c'est que face aux intérêts privés qui se manifestent, et on en a eu la preuve sur le panel précédent, face à ce lobbying qui est peut-être trop utilisé à des fins d'intérêt privé, parfois pour manipuler les lois, on a, je pense, toute la place pour faire en sorte que ce lobbying désormais soit beaucoup plus utile à l'ensemble des citoyens et des citoyennes. Et pour ça, on a besoin que tout un tas de réseaux, notamment d'entreprises engagées, comme celui que je représente et d'autres, s'organisent. Et ça, c'est ce qu'on commence à faire tout juste, mais je crois que d'autres personnes ici présentes pourront en parler aussi bien que moi, puisqu'on est plusieurs à le faire.
Merci Thomas. Je vais passer la parole à Alizée. Alizée, tu es administratrice d'Impact France et cofondatrice de Make Sense. Tu as joué un rôle crucial pour mobiliser les entreprises, défendre le reporting extra-financier et le devoir de vigilance. En clair, c'est le thermomètre éthique et écologique des entreprises. Est-ce que tu peux nous témoigner du fait que de plus en plus d'entreprises de toute taille sont prêtes effectivement à porter un discours pro-régulation qui est en réalité plus protecteur que ce qu'une poignée de multinationales essaie de nous faire croire et nous dire les lois dont tu as besoin puisque Make Sense est hyper actif sur les questions de l'inclusion, de la justice et que vous butez régulièrement sur de la primo-vice. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Donc nous, ça fait 15 ans qu'on accompagne des entreprises à impact, des entreprises engagées, même des PME qui veulent augmenter leur engagement écologique et social. Et au début, on était assez naïfs parce qu'on se disait que on allait faire mieux que les gens, on allait être exemplaires et que en fait, on allait créer un mouvement qui allait embarquer tout le monde. Et puis assez rapidement quand même, on a appris que on jouait dans une cour où les règles du jeu ne sont pas équitables, puisqu'aujourd'hui, quand on monte une entreprise qui se met des standards de qualité sociaux ou environnementaux, on a ce dont Malo parlait, qui est une primo-vice. En fait, ça coûte plus cher aujourd'hui de bien faire que de mal faire. Si on délocalise dans des pays à faible coût, ça coûte moins cher. Si on ne retraite pas ces externalités et ces pollutions, ça coûte moins cher. Et donc, en parallèle de accompagner ces entrepreneurs à structurer leur modèle économique, à développer des nouveaux marchés, on joue un rôle actif du côté de Impact France, justement pour se dire, d'un côté, il faut que ces entreprises se développent, mais de l'autre côté, il faut que les règles du jeu, fiscales, économiques, les politiques publiques, les marchés publics, évoluent pour donner cette prime à la vertu et donc que ça soit moins cher de bien faire que de mal faire, si je caricature. Et du coup, aujourd'hui, on voit que ce discours, il parle de plus en plus. Il y a les victoires il y a les lois sur l'économie circulaire, plus récemment la loi de la fast fashion, qui montre que quand on s'y met, ça marche. Et donc, ce qu'on représente, c'est pas pour ou contre la régulation, c'est de quelle régulation on parle. Et donc, il y a plein de systèmes qu'on peut imaginer pour mettre la fiscalité, par exemple, au service de l'impact social et écologique. On pourrait imaginer des TVA qui sont différenciés en fonction de est-ce qu'on est sur du réemploi ou sur de la production neuve. On peut imaginer des dépenses publiques qui sont conditionnées à son bilan carbone ou à son taux de production en France, par exemple. Voilà, il y a plein de choses hyper créatives à imaginer. Et ce qu'on voit, et c'est notamment le cas avec donc la CSRD, qui est la régulation européenne sur les sujets de développement durable, c'est qu'en fait, il y a beaucoup d'entreprises qui y sont favorables à condition d'être accompagnées pour mettre en place. Et donc aujourd'hui, on voit beaucoup d'entreprises où c'est pas pour ou contre, c'est moi je suis OK en fait pour améliorer mon impact, mais j'ai besoin d'être accompagnée techniquement, financièrement, en termes d'investissement. Et donc là, je pense qu'on est face à ces choix-là qui sont en fait, est-ce qu'on met tout le poids du corps dans ce sens-là et on y va, ou est-ce qu'on reste toujours entre deux et ce qui crée un climat hyper inconfortable pour les entreprises qui du coup ont plutôt tendance à reculer. Et donc avec Impact France, Make Sense et plein d'autres, on se dit que pour porter ces messages-là, il faut qu'on soit fort. Et donc c'est pour ça que les Bicorp, les entreprises à mission, les entreprises à impact, les entreprises du commerce équitable, les entreprises régénératives, j'en passe et des meilleurs, on se réunit depuis 1 an pour se dire quelles sont ces grandes demandes qu'on va porter ensemble, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on pourra être entendu. Et donc c'est passionnant d'essayer de trouver ce dénominateur commun à défendre. Merci Alizée. Nous allons maintenant passer la parole à Valérie. T'en as un, c'est parfait. Donc Valérie, tu es directrice générale de la communauté des entreprises à mission. C'est un réseau qui ne fait que grandir et c'est super, c'est plaisant à voir dans ces périodes, vous voyez, qu'il n'y a pas que du backlash, on a tous envie d'y aller. Et ce qui est impressionnant, c'est que vous réunissez vraiment de la TPE jusqu'à des grands groupes, voire même des multinationales. Vous êtes la source que c'est possible de généraliser l'engagement du monde économique. Vous montrez que la seule lucrativité n'est pas au cœur des business, que les entreprises sont prêtes à prendre part à la mission, à prendre un rôle dans cette société. Est-ce que tu pourrais nous donner quelques exemples, parce que c'est toujours inspirant,
d'entreprises qui portent une autre vision de l'économie, qui n'ont pas peur de sortir un petit peu de cette neutralité soi-disant politique. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour leur donner plus de force ? Écoutez, déjà, je suis ravie d'être avec tous les camarades. Effectivement, les entreprises à mission, c'est vraiment sur tous les secteurs d'activité, de la toute petite entreprise à la très grande. Ça représente aujourd'hui 1 million de salariés et les dirigeants représentent l'économie en général. Il y a des gens de l'ESS, des entreprises très privées, etc. Donc c'est vraiment très, très, très large. Et effectivement, ce sont des entreprises assez audacieuses puisqu'elles ont inscrit dans leur statut le fait d'être à mission, c'est-à-dire que leurs actionnaires ont reconnu le fait qu'elles ne poursuivaient plus uniquement un but lucratif, mais des objectifs sociaux et environnementaux, et les actionnaires l'ont voté en Assemblée générale, donc il y a une sorte de rite de passage donc pour accepter de changer de modèle, et ce d'autant plus qu'elles acceptent d'être transparentes et d'être auditées régulièrement sur leurs résultats, donc c'est quand même aussi une prise de risque. Et aujourd'hui, effectivement, on a très envie qu'il y ait de plus en plus d'entreprises de ce modèle, des entreprises engagées à impact, mais le contexte n'est pas forcément favorable. Donc j'ai juste 2 exemples, effectivement, pour illustrer ce propos. Une entreprise s'appelle GPA, qui était historiquement une entreprise de casse automobile, une entreprise familiale qui s'est qui a fait un pivot total de son business model pour devenir une entreprise de recyclage à plus de 99% des véhicules et dont les clients maintenant sont les assureurs. Elles fournissent des pièces détachées pour remplacer des rétroviseurs par exemple sur d'autres véhicules. Et en fait, pourquoi ça a été possible? Parce que c'est une entreprise familiale avec un actionnariat qui accepte d'être sur le long terme, qui a accepté de faire des investissements et qui donc accepte ce pivot et donc voilà, est assez libre finalement de ces mouvements, mais c'est pas le modèle général. Un autre exemple aussi qui est quand même assez caricatural, une entreprise qui s'appelle Candor, qui fait du nettoyage de bureaux et qui a un projet hyper social, donc de lutte contre l'invisibilisation de ses personnels, et donc souhaite que ces personnels, qui sont souvent évidemment, on le sait tous, des gens assez fragiles au niveau de la société, travaillent pendant les heures de bureau et des rendements moindres, et donc pour viser la qualité et aussi le dialogue avec les gens qui travaillent dans les bureaux. Et en fait, donc ils ont plein de clients dans le monde privé, puisque des clients sont sensibles en fait à ce projet sociétal et aussi à la qualité qui est délivrée. En revanche, ils ont arrêté complètement de répondre à des appels d'offres publics qui sont évidemment favorisent le moins-disant et des taux de mètres carrés par personne, par exemple, qui sont beaucoup plus élevés. Et donc finalement, la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est au-delà de ces entreprises qui sont volontaires et qui font ce choix, et il faut vraiment saluer ce mouvement qui est quand même énorme, hein, si on fait la somme de tous nos mouvements, avec chacun des formes différentes. Et finalement, c'est quel est le modèle de société que l'on veut pousser? Est-ce qu'on veut rester sur le court terme ou encourager, créer un contexte, comme tu le disais, Alizé, et sur les financements, sur qu'est-ce qu'on valorise, la triple comptabilité. En fait, on est dans un système où on veut changer notre mode opératoire, mais avec les lunettes du monde d'avant. Et on voit bien aujourd'hui que ça ne suffit pas. Et donc, ça bloque le déploiement, finalement, de toutes ces entreprises. Parce qu'en fait, il y a une envie qui est là, qui existe, mais on manque d'outils et d'encouragement. Merci beaucoup Valérie. En effet, un peu en miroir, on pourrait dire, de l'autre côté, nous avons Hugues, qui est le directeur général de l'Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire. Vous êtes la seule organisation patronale qui est représentative du secteur et multisecteur. Vous êtes un peu le MEDEF de l'ESS, pour le dire simplement, pour aussi avoir des images pour tout le monde. Et on ne le rappelle jamais assez, l'ESS, c'est près de 10% du PIB et 14% de l'emploi privé. Donc voilà, c'est quand même un poids dans l'économie qu'il faut aujourd'hui valoriser. Est-ce que tu peux nous donner des exemples? Quand on a eu notre échange, je les expliquais qu'il y a un certain nombre de sujets où vous arriviez à vous coordonner avec ces acteurs syndicats tels que MEDEF, CPME et d'autres sur justement des mesures à porter, et puis des sujets où tu vas puiser ta force dans le collectif de l'ESS pour augmenter et créer ce rapport de force. Déjà, bonsoir à toutes et à tous. Et je vais commencer même pour la raison d'être en fait de l'UDES, parce qu'en fait c'est les discours qu'on a pu évoquer. L'UDES, donc c'est l'Union des employeurs de l'économie sociale. En fait, on estime que quand on est quand même employeur de l'ESS, c'est quand même plus de 200 000 entreprises qui emploient 2,7 millions de salariés, c'est quand même pas rien. Et en fait, on n'a pas voix au chapitre.
Et donc, il y a une trentaine d'années, il y a des syndicats patronaux de l'économie sociale et solidaire qui se sont fédérés parce qu'en fait, ils estiment qu'on a une parole différente à porter. Parce qu'on a une vision, effectivement, de l'entreprise, on a une vision de l'intérêt général qui est différente de celle des entreprises du secteur conventionnel. Ceci étant dit, donc on a pris notre bâton de pèlerin. Bon, je dis nous, moi j'étais pas là il y a 30 ans, mais en tous les cas, mes prédécesseurs ont pris leur bâton de pèlerin et on a eu un acquis formidable. En 2014, on est devenu une organisation patronale représentative. Voilà, donc il y a un cadre réglementaire qui fait qu'effectivement nous sommes devenus une organisation représentative. C'est bien, mais c'est encore au milieu du gué. Ça veut dire qu'on a un vrai travail encore de fond et qu'on assume et qu'on affiche comme tel à être reconnu comme une organisation représentative dite interprofessionnelle, pour aller très vite, comme le MEDEF, comme le CPME, comme l'UDP. Ça, c'est vraiment pour nous le travail de fond. Pendant ce temps-là, il faut effectivement continuer notre travail de fourmi à défendre les intérêts des employeurs de l'économie sociale et solidaire. Et donc, pour ce faire, effectivement, il y a deux leviers. En tous les cas, on agit avec l'ensemble de la communauté de l'économie sociale et solidaire, et on agit aussi avec les organisations patronales qui sont à la fois dans des champs sectoriels comme nous, mais aussi avec les organisations patronales conventionnelles. Donc, effectivement, nous avons des relations avec le MEDEF, avec la CPME, avec l'UDP, qu'on rencontre régulièrement. Il y a même un cadre, d'ailleurs, qui fait qu'effectivement, l'ensemble des présidents de ces structures, plus le président de la FNSEA, se rencontrent tous les trimestres. Ça s'appelle le CLID, c'est le centre de liaison des décideurs économiques. Et donc, on se rencontre tous les trimestres et on fait un tour d'actualité. Et donc, on n'est pas d'accord, et ça, vous ne serez pas surpris sur beaucoup de choses, mais il y a quand même des points convergents. Et donc, on essaie de voir effectivement ces points convergents. Arrive le PLF 2025, loi de finances, pardon, projet de loi de finances 2025, dramatique. Nous, on a sorti nos calculatrices, on avait fait une évaluation à l'époque et qu'on assume toujours. On avait mesuré que l'impact qui pouvait peser sur les structures de l'économie sociale et solidaire qui interviennent dans des pans entiers de notre vie quotidienne, de la crèche aux aides à domicile, enfin bref, vous avez des secteurs entiers dans le médico-social, etc. Les animateurs, on a estimé à plus de 8 milliards l'impact que ça pouvait représenter pour les structures de l'économie sociale et solidaire. Ce qui représente, en termes d'impact d'emploi, plus de 180 000 emplois. En fait, il faut savoir que dans l'économie sociale et solidaire, 80% des structures ont moins de 50 salariés. Donc, autant vous dire qu'un plan social dans ces petites structures, ce n'est pas comme chez Michelin. Michelin, en fait, on ne le verra pas. Et donc, effectivement, on avait besoin de visibiliser ce potentiel plan. Et donc, pour ce faire, on s'est mobilisé avec l'ensemble des acteurs de l'économie sociale et solidaire. On a eu une prise de parole extrêmement forte, donc avec ESS France, avec la Mutualité française, avec également le Centre des fonds et fondations, et également avec les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire. Ça nous a permis d'avoir un plaidoyer extrêmement fort et structuré, avec un certain nombre d'amendements et un certain nombre de rendez-vous, et qui du coup viennent aussi renforcer la visibilité de l'économie sociale et solidaire. Et à titre d'exemple, c'est la première fois que l'économie sociale et solidaire était reçue, était auditionnée par la Commission des finances à l'Assemblée nationale. Donc ça, effectivement, c'est pour vous montrer aussi qu'on progresse dans les arcanes du pouvoir, dans les relations également aussi avec les différents ministères et puis avec les cabinets aussi ministériels et les ministres eux-mêmes. Donc ça, c'est pour les actions avec les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Pareil, on a des liens extrêmement forts et de manière très étroite. Et on harmonise dans nos plaidoyers. D'ailleurs, on le fait aussi avec le MIF, avec Impact France. On fait effectivement, via ESS France, on harmonise aussi l'ensemble de nos plaidoyers. Ensuite, sur des actions plus concrètes. Je vous disais, une des incidences de la loi de finances, c'était effectivement une incidence extrêmement forte sur des structures qui nous alertent, qui nous disent qu'en gros, on est dans un secteur qui est non lucratif, donc pas de bénéfices, donc pas de marge, donc un peu compliqué pour effectivement survivre. Et donc, quand effectivement on annonce effectivement des coupes budgétaires importantes, notamment dans le secteur associatif, c'est compliqué. Et donc, une des mesures qui était contenue dans le PLFSS, donc le projet de loi de finances de sécurité sociale, l'article 6 pour être précis, il y avait effectivement la volonté de la part des pouvoirs publics de supprimer un allègement de cotisation sur les salaires autour du SMIC. Vous allez me dire, c'est une bonne chose, effectivement, il faut payer des cotisations, c'est comme ça qu'on finance la sécurité sociale. Sur le fond, on est entièrement d'accord. Le problème, c'est que là, on est fin novembre, qu'au 31 décembre, les mesures vont passer et qu'à partir de là, on se dit, mince, comment ça va se passer effectivement pour ces structures et comment effectivement elles vont pouvoir payer. Et puis en même temps, si effectivement on augmente le coût du travail qui est déjà assez élevé dans le secteur de l'ESS du fait d'un vieil impôt qui s'appelle la taxe sur les salaires, si en plus on vient rajouter encore un coût
sur les salaires. Il faut savoir que 30% des salariés dans l'économie sociale et solidaire ont un salaire qui est autour du SMIC. Donc ça veut dire que vous impactez immédiatement la masse salariale. Je finis très très vite. Et donc voilà. Et donc du coup, effectivement, on a entrepris de porter une déclaration commune. Et effectivement, après, on a porté des amendements avec le MEDEF, la CPME, l'UDP et la FNSEA pour justement contrer cette taxe, parce qu'effectivement, pour nous, il y avait un intérêt pour les acteurs de l'ESS. Merci beaucoup Hugues, et vous voyez c'est un grand expert, donc il sera ravi d'échanger avec vous sur justement les manières et le coût du travail, qui va être un sujet qui va vite revenir avec le PLF qui est déjà en train de se préparer. Je vais passer maintenant la parole à Chahine, qui est donc secrétaire générale des Licornes. C'est la plateforme qui aide à faire connaître auprès des citoyens le mode coopératif et quel est son impact sur l'économie. Vous venez de faire une campagne de mobilisation et qui tourne un peu en dérision les AG du CAC 40, je te laisserai en expliquer. Quel est pour vous vos prochains combats pour arriver à vous structurer et à continuer à rendre, en fait, un petit peu être ce fer de lance, en tout cas ce phare pour une certaine partie de l'économie sur c'est possible d'avoir un autre mode de gouvernance, d'avoir un partage de la valeur différent, voilà, pour toujours tirer un petit peu plus loin et faire une démarche de progrès continu. Merci beaucoup pour votre invitation. Au-delà d'une plateforme qui donne à voir les coopératives, je dirais quand même que les Licornes, c'est aussi un collectif d'entreprises coopératives qui sont toutes engagées sur des enjeux de transition jusque dans leur modèle économique. Je donne 2-3 exemples pour illustrer que ce soit un peu plus concret. On connaît Biocop sur l'alimentation bio, Enercop sur l'énergie renouvelable, la NEF sur la finance éthique, la Belle Emmaüs sur la seconde main, etc. Il y en a 12 comme ça aujourd'hui et il y en aura plus prochainement. L'enjeu, en fait, pour de rendre plus visibles les coopératives, c'est qu'il y a un certain nombre de gens qui ont, semble-t-il, 200 ans de retard et qui n'ont pas noté que cette solution assez innovante existe. Et du coup, le modèle coopératif, il est identifié aujourd'hui par certains économistes comme un des outils essentiels pour rendre possible rendre possible la transition environnementale juste. Donc c'est Timothée Parric ou Anne-Laure Delatte, par exemple, que je ne vais pas citer la ligne extenso, mais qui identifie que par rapport aux caractéristiques des coopératives, notamment la gouvernance démocratique, la lucrativité limitée, font de cet outil économique un outil pertinent pour la transition. Bon, parce qu'on sait qu'il y a des très très beaux projets qui se font, vous êtes tous ici les exemples de projets qui se font en dehors du modèle coopératif, et on sait aussi que parfois, la concurrence, les actionnaires, on a des exemples fameux d'actionnaires qui viennent retourner la table, amènent aussi à renoncer, non pas aux pollutions qui sont produites, mais renoncer aux engagements qui sont pris. Donc le modèle coopératif, il offre plus de possibilités là-dessus d'enraciner nos engagements. Bon, une fois qu'on a dit ça, on fait le constat qu'il y a un certain nombre d'acteurs, notamment de décideurs, qui ne sont pas très au fait, voire qui considèrent qu'ils ont une vision assez faussée de ce qu'est le modèle coopératif et ce que sont les entreprises coopératives, qui présentent statistiquement moins de risques, qui sont plus pérennes, plus solides, qui sont des outils pour la transition, comme je le disais, qui sont aussi des outils d'éducation à la démocratie. On en a un petit peu besoin en ce moment, donc faisons-en usage. Et nous, notre travail, là, ces derniers mois, ça a été notamment on est allé voir le Bercy, on est allé voir certains interlocuteurs parlementaires, etc. On voit bien qu'on n'a pas une portée qui est extrêmement puissante aujourd'hui. On n'est pas seul, hein, on le fait avec les mouvements auxquels on participe, comme la CGSCOP, notamment le mouvement des SCOP et des SIC ou COP-FR. Mais là, on a essayé de porter pendant un mois une campagne de visibilisation du modèle coopératif sur les réseaux sociaux. Avec 2O, on change le monde. On pourrait dire ou presque, évidemment. Hein, on ne répond pas à tout comme ça. Et je vous invite vivement à la suivre sur les réseaux sociaux et à y participer. Et on a apporté notamment une tribune avec le soutien d'Oxfam, avec le soutien de coopératives qui ne font pas partie de notre mouvement, de plusieurs chercheurs, de quelques élus également, pour interpeller sur un élément de vocabulaire notamment assez rigolo, assez disruptif. On a pris le vocabulaire notamment de la Startup Nation et notamment la mission French Tech qui, depuis 2007, déploie des trésors de solutions pour aider au développement des startups avec un certain succès. Et on a demandé à ce que les coopératives puissent bénéficier
à minima de dispositifs équivalents, en interpellant avec ce vocable qui parle à nos interlocuteurs de Bercy ou de la majorité d'une mission French Cop. Donc on passe l'appel d'une mission French Cop. Voilà, ça, on a lancé ça et demain on a besoin que cet appel soit plus entendu et qu'il soit porté plus loin et repris par nos parlementaires qui le portent comme une vision politique assumée demain. Merci beaucoup Chahine, et en effet c'est aussi ça l'entraide, l'idée c'est de se partager nos combats les uns les autres et de rappeler qu'on est, voilà, on a tous nos spécificités mais qu'on est ensemble sur cette vision, et donc aussi comment on réfléchit à pouvoir avoir des lieux de coordination et de renforcement de nos actions mutuelles. Pour finir sur la partie plus des représentants de l'économie sociale et solidaire, je vais passer la parole à Anne-Sophie, donc du MOVES. Anne-Sophie, tu es la fondatrice de Gestia Solidaire et vice-présidente du MOVES, qui rassemble près de 200 entreprises de l'ESS. Vous portez un vrai plaidoyer depuis des années sur comment mettre l'économie au service de l'utilité sociale. Comment, selon toi, on pourrait arriver à ce que les entrepreneurs sociaux continuent à renforcer leur action et puis surtout à financer, parce que c'est toujours un sujet important, la finance de ces campagnes d'action en commun? Bonsoir à tous. Déjà ravi de vous voir aussi nombreux pour parler de lobbying d'intérêt général. Donc moi, j'ai 2 casquettes ce soir. Donc je suis présidente et fondatrice d'une structure qui s'appelle Gestia Solidaire et je défends le droit d'accès au logement. Donc ça fait partie de mes luttes personnelles de porter un plaidoyer fort pour défendre le droit d'accès au logement. Mais ce soir, j'interviens plutôt en tant que coprésidente du MOVES, donc qui est un mouvement des entrepreneurs sociaux et solidaires en France, qui défend en fait les structures les plus engagées, celles qui ont l'agrément ESUS, pour leur permettre de justement porter un plaidoyer au plus haut niveau. Et le message que je veux faire passer ce soir, c'est aussi celui du MOVES, c'est de dire que aujourd'hui, l'intérêt général, il doit être au cœur de nos politiques, de notre économie et de toute décision. Et en fait, on doit réussir à renverser l'initiative de la loi en allant chercher justement le citoyen, les citoyens. Ça a été dit sur les tables rondes et je pense que le constat qu'on fait au MOVES, et c'est pour ça qu'on a créé ce réseau qui est différent aussi des autres mais qui est totalement complémentaire, en disant que des entrepreneurs sociaux, aujourd'hui, il y en a énormément. Ils peuvent être à mission, ils peuvent être ESUS, ils peuvent être Bicorp. Et tous, ils apportent des solutions. On l'a dit tout à l'heure dans les tables rondes. En fait, l'économie sociale et solidaire, c'est pas rien. C'est 10% du PIB, 14% de l'emploi. Et en fait, ces solutions, elles existent pour répondre aux enjeux sociaux, environnementaux et à des problématiques systémiques. Par contre, souvent, les entrepreneurs sociaux, effectivement, c'est des petites structures avec pas énormément de salariés. Donc, face au lobbying commercial, elles pèsent pas forcément. Et ce lobbying d'intérêt général, pour être porté, il a besoin d'être structuré, d'être visible, médiatisé. Je ne sais pas si vous avez entendu récemment une intervention de Féris Barka de Banlieue Climat sur justement les luttes sociales et environnementales. Aujourd'hui, malheureusement, quand on a les citoyens qui viennent en opposition d'une loi qui est passée sans les consulter, c'est souvent sous forme de revendications. Et ces revendications, elles sont perçues de manière souvent un peu violente, ou en tout cas dans les médias, décrédibilisées en disant que c'est des mouvements contestataires. Et donc aujourd'hui, avec le MOVES, ce qu'on porte, c'est de dire que si on veut que l'intérêt collectif, le plaidoyer d'intérêt collectif soit porté, il faut qu'il se structure, qu'il soit financé. Et c'est justement ce qu'on met en place avec le MOVES au sein de nos adhérents, c'est qu'ils puissent financer, et ça c'est très important, justement pour être structuré, avoir autant de poids que le lobbying commercial. On peut demander, nous, aux structures, aux adhérents, de reverser un pourcentage du chiffre d'affaires pour justement porter du lobbying d'intérêt général. Et ça, c'est une mesure concrète. On a plusieurs de nos adhérents qui le font, notamment Finacop, donc c'est Mathieu Castin, coprésident avec moi du MOVES, pour dire que, en fait, on est nombreux, on est là, mais il faut qu'on structure, et pour ça, il faut quand même des ressources, parce que la simple volonté, même si elle est là au démarrage, elle ne sera pas suffisante. Donc c'est vraiment cette mesure qu'on porte assez forte. Et deuxième chose, c'est les coalitions. Essayer de créer des coalitions, on va faire effectivement consensus avec les syndicats,
les citoyens, les représentants d'entreprises, les structures de l'économie sociale et solidaire. Et comme ça, on arrive justement à porter l'initiative des lois et à réussir à faire passer des lois, comme ça s'est fait au Pays Basque récemment, une loi de protection des terres agricoles qui est passée en fait en 6 mois grâce justement aux coalitions. Et donc c'est vraiment ce message que je porte ce soir, de dire que justement il faut financer ce lobbying d'intérêt général, et il faut se regrouper ensemble, et plus on sera nombreux, plus on pourra justement renverser l'initiative de la loi, et je pense que c'est important aujourd'hui face aux maux auxquels on fait face, qu'ils soient sociaux ou environnementaux. Merci Anne-Sophie. Je vais maintenant laisser la parole à Yannick. Yannick, tu es cofondateur de la Convention des entreprises pour le climat. La CEC a accompagné des milliers de chefs d'entreprise partout en France, dans tous les secteurs, pour faire bifurquer leur modèle d'affaires. Pour en avoir côtoyé beaucoup, vous retournez leur cerveau et vous leur faites plancher sur une feuille de route transformationnelle qui bute, elle, souvent sur, on l'a dit à plusieurs reprises, la primo-vis. Tu es particulièrement chargé du plaidoyer. Est-ce que tu peux nous dire comment les DG qui passent dans votre parcours rejoignent l'armée des leaders économiques prêts à s'engager pour devenir prescripteurs des politiques publiques? Ouais. Alors, nous, notre job, c'est de radicaliser les patrons. Et radicaliser au sens étymologique du terme, c'est-à-dire de s'attaquer aux racines des problèmes plutôt qu'aux marges. S'attaquer aux marges du problème, c'est par exemple de dire que l'enjeu, c'est de trier ses déchets, plutôt que d'en produire 10 fois moins. Et pourquoi on trie nos déchets plutôt que d'en produire 10 fois moins? On a parlé d'externalités négatives, on a parlé de primo-vice, ça revient à une question de règles du jeu. Et en septembre 1970, Milton Friedman, avec sa tribune qu'on cite extrêmement souvent, écrivait que la responsabilité sociale de l'entreprise, c'est de maximiser son profit dans le respect des règles et de l'éthique. Ça, c'est en 1970. Du coup, Thatcher et Reagan ont vu ça, ont dit « Génial, du coup, défonçons les règles ». Et c'est avec ça qu'on fonctionne aujourd'hui. Et donc, tout l'enjeu, c'est la capacité... Ça, je parle pas trop fort, j'ai l'impression de m'entendre. Non, très bien. C'est très bien. Non, mais... On t'entend très bien du fond. Cette scène est une fournaise, je suis désolé, il faut que je me réveille moi-même. Du coup, je l'éloigne un tout petit peu. Pardon, je fais souvent des apartés, du coup je suis en train de faire un aparté d'aparté. Règles du jeu. Règles du jeu, radicaliser les patrons. Et donc, l'enjeu, nous, on s'attaque au sujet par le prisme des dirigeants d'entreprise, pas par volonté ou kiff élitiste, mais parce que dans le triangle de l'inaction, qui est un concept que vous connaissez certainement, depuis l'ère Thatcher-Reagan, il y a un pouvoir démesuré entre les mains des entreprises, et vous avez peut-être, au moins une partie d'entre vous, vécu cette situation de mon entreprise à la meilleure équipe RSE du monde, mais mon DG, ma DG s'en fout, donc ça ne sert à rien. Donc si on arrive à prendre le sujet par le biais du dirigeant d'entreprise, alors là, on a un levier transformationnel énorme au sein de l'entreprise, et on a un levier d'influence qui est énorme aussi, parce que la voix, et c'est mécanique des patrons, est beaucoup plus entendue que celle des citoyens auprès du monde politique. Donc une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a posé ça, moi sur les 4 ans et demi que j'ai passé sur ce projet, je vois le truc en 3 enjeux, 3 besoins. Le premier, c'est de faire comprendre les règles du jeu aux dirigeants, de créer une grammaire commune. En fait, ça marche comment le politique? Parce que il y a quand même pas mal de dirigeants qui font des choses qui sont extrêmement intéressantes. Et quand on leur dit, ouais, du coup, je sais pas, écris une tribune, prends la parole, va dans un ministère, contacte des députés, il y a parfois une réaction de, ouais, mais le politique, moi, j'y crois pas. Ça mène à ce qui a été dit tout à l'heure de le lobbying classique à 5 fois plus de soldats dans son armée et 35 fois plus de moyens.
Ce n'est pas faute de dirigeants et d'entreprises qui pourraient prendre la parole. Donc il y a besoin de faire comprendre comment marchent les institutions, comment marche l'influence, se désinhiber sur le mot lobbying, qui est un outil qui est neutre, c'est ce qu'on en fait, qui fait que ce soit bien ou mal, si on veut porter un jugement moral, mais il faut comprendre. Le deuxième enjeu, c'est d'avoir une perception claire du coût de l'inaction. Et ce coût de l'inaction, on peut porter un regard macro et sociétal dessus, mais on a aussi le droit de porter un regard parfaitement égoïste sur le machin, en se disant, si je regarde ma filière et que, par exemple, je perçois que les risques à 5 ans, c'est les pénuries d'eau qui font qu'il va y avoir des arrêtés préfectoraux, qui font que les usines vont être coupées, bah si aujourd'hui, j'investis dans ma sobriété hydrique en usine, mes usines tourneront plus longtemps que celles des autres. Et donc, moi, je ferai plus de chiffre d'affaires et plus de marge que les autres le jour où ça arrive. C'est pour ça qu'on prend les dirigeants, on les amène dans ce cheminement et on les amène à produire une feuille de route de transformation de leur boîte. Un, pour activer ce côté égoïste qui est parfaitement rationnel à exploiter, et deux, pour activer l'exemplarité. Parce qu'on pense que des décideurs qui prennent la parole, en ne disant pas « on changera ce qu'on fait si vous, puissance publique, vous faites la liste qui va de A à Z », mais qu'on a des dirigeants qui disent « bah voilà nous ce qu'on a fait ». Et pour que ça se généralise et pour que ça marche, on a besoin que la puissance publique nous soutienne de telle façon. On pense qu'il y a beaucoup plus de vertu à ça, et il y a aussi un potentiel plus fort pour que la sphère citoyenne se raccroche à ces plaidoyers-là. Et enfin, le troisième truc à travailler, c'est le collectif. De faire en sorte que les dirigeants, qui sont des humains, après tout, s'il y en a ici qui en doutent, quand ils se sentent seuls, ils n'y vont pas. Elles et ils n'y vont pas. Et à différents niveaux. Il y a moi, dirigeante, dirigeant, et mon rapport au reste de mon entreprise, tous mes collaborateurs, de mon COMEX jusqu'aux ouvriers sur la chaîne. Pardon, j'ai fait un geste pyramidal, ça va pas du tout. Mon COMEX, mes ouvriers sur la chaîne d'usine. Mais aussi, moi, au sein de ma fédération professionnelle, c'est le job des corps intermédiaires de porter une parole politique, mais les fédérations professionnelles ont tendance à avoir une stratégie du plus petit dénominateur commun, parce qu'il faut bien mettre tout le monde d'accord. Et du coup, on se retrouve à porter un plaidoyer qui n'est pas ambitieux du tout, voire qui est régressif, parce que c'est facile à porter. Et moi, en tant que dirigeant, j'ai pas envie d'être le chieur dans ma fédération professionnelle. Et puis ensuite, il y a le fait sur son territoire, à l'échelle nationale, à l'échelle européenne, de se dire, mais en fait, est-ce qu'il y a des gens qui sont comme moi? Moi, je me souviens, à la fin de la première session, qui est sur le constat du premier parcours de la CEC, le PDG de la filiale américaine d'une très grosse boîte dans le industriel, au corporate particulièrement trumpiste, qui me dit « Yannick, tu me fais chier parce que là, tu viens de faire de moi un alien, j'ai pu réussir à me faire comprendre. » Mais pourtant, en fait, on a réussi à l'entourer de plein d'autres dirigeants. Aujourd'hui, on a 3000, 1500 entreprises, ça grandit. Beaucoup de ces dirigeants sont adhérents à Impact France, à la communauté des entreprises à mission. Et la solitude, c'est vraiment un des trucs les plus pesants. Et rien que de réussir à faire sauter ça, ça crée des choses assez incroyables. Donc, nous, notre job, c'est de radicaliser les patrons. Et pour ça, on fait 3 choses au service de l'intérêt général. C'est de les aider à comprendre comment fonctionne le système, de les aider à chiffrer le coût de l'inaction et de ne plus se sentir seul. Merci beaucoup Yannick de nous réveiller. Et je vais laisser le mot de la fin à Fabrice. Donc Fabrice est un pionnier. Il a, avant tout le monde, lutté au sein d'une grande entreprise avec un discours qui était quand même très radical. Tu es président du C3D et aujourd'hui 400 directeurs du développement durable ont rejoint ton réseau. C'était vraiment loin d'être le cas au début. Et tu as lancé récemment le mouvement Genax pour fédérer les entreprises qui veulent être régénératives. Alors, tu connais dans ta table ronde là, mieux que nous tous les arcanes du pouvoir, du MEDEF à la FEP, dans les conseils d'administration des multinationales. On a eu récemment cette discussion
pour essayer de voir ensemble comment on pouvait exploiter les failles, les intérêts contradictoires entre une poignée de multinationales à fond étrangers qui mènent la danse et le reste des entreprises qui commencent tout juste, syndrome de Stockholm mise en œuvre, à réaliser que ce n'est pas du tout une bonne affaire économique. Donc, quels sont tes meilleurs conseils pour les diviser, obtenir des champions, voilà, créer des exceptions qui portent différemment et qui rallient un front progressiste? En 3 minutes. Non, mais ce qui se passe dans les grandes entreprises, c'est et par ruissellement auprès de tout le corps économique derrière, c'est l'argent en fait, hein, c'est le pouvoir de l'argent. Aujourd'hui, 80% du CAC 40 appartient à des fonds structurels qui sont américains souvent, et pour payer les retraites des retraités américains, bah, il faut que les entreprises fassent du rendement. Et si on ne fait pas de rendement, si elles ne font pas de marge, si elles n'augmentent pas leur chiffre d'affaires, eh bien, les actionnaires de ces grandes entreprises quittent l'entreprise qui est moins rentable pour aller vers une qui est plus rentable. Et exercent une pression phénoménale, ces actionnaires, sur les exécutifs des entreprises pour que ça crache du cash. Et c'est toujours dans une approche extrêmement court terme au trimestre. Et ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Et donc, les exécutifs sont sélectionnés pour délivrer un résultat attendu et annoncé par les entreprises. C'est comme ça que ça se passe, et c'est pour ça que ça n'avance pas en fait en réalité, parce que la variable d'ajustement, c'est toujours l'environnement et c'est toujours le social. Donc il y a des beaux discours, bien sûr, qui sont faits la main sur le cœur, on va s'occuper du carbone, de la biodiversité, etc. Mais dans la réalité, il n'y a pas grand-chose qui avance, parce que quand il y a des arbitrages à faire sur les investissements, sur les renoncements, de certains business ultra rentables mais qui sont ultra polluants, parce que plus on gagne de l'argent, plus on pollue, généralement, c'est comme ça que ça se fonctionne, eh bien ces arbitrages ne se font pas parce que la gouvernance de l'entreprise ne le permet pas, tout simplement. Donc il n'y a que la régulation qui peut changer ça, pour, ça a été dit 1000 fois ici, montrer que l'inaction, finalement, par rapport au court terme, ça va nous coûter beaucoup plus cher. Sauf qu'aujourd'hui, dans les entreprises, on prend le profit tout de suite et on mutualise la dette pour tout le monde. Donc c'est tout le monde qui paye pour le dérèglement climatique, c'est tout le monde qui paye, et notamment les pays les plus pauvres, pour l'éradication de la biodiversité, qui est vraiment le premier fléau sur lequel il faut lutter aujourd'hui si on veut maintenir un espoir futur. Donc, pour répondre précisément à la question, qu'est-ce qu'on fait au C3D et qu'est-ce qu'on fait sur le GenAct? On pense, peut-être de façon naïve, que tout ça c'est un problème de modèle économique, que bien sûr que les entreprises doivent gagner de l'argent, ne serait-ce que pour payer les salaires. Mais aujourd'hui, on a un modèle économique qui s'appuie sur une approche linéaire qui est délétère pour les écosystèmes, parce que ça consiste à extraire des matières premières, à les fabriquer avec des convertisseurs, des machines qui sont alimentées à 82% au niveau du mix énergétique mondial avec des énergies fossiles, fabriquer des produits à durée extrêmement courte et ensuite utilisés par des clients qui les finissent par les jeter. Donc on a une économie pour 96 000 milliards de PIB, 100 milliards de tonnes de matières premières qui sont utilisées chaque année et extraits de la nature, qui génèrent des externalités négatives gigantesques sur la planète. Donc nous, ce qu'on fait comme proposition, c'est de dire si on arrêtait cette approche linéaire pour passer de l'obsolescence programmée des produits par la technologie ou par le marketing à une approche, et ce n'est pas de moi, c'est Christian Bauer qui l'a popularisé, à pérennité programmée. C'est-à-dire qu'en fait, on fabrique des produits qui vont durer beaucoup plus longtemps et on vend l'usage de ces produits. Les industriels restent propriétaires. Ça, c'est quelque chose qui est possible, ça s'appelle l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, ce n'est pas nouveau, mais l'essentiel des verrous socio-techniques qui empêchent son émergence ne sont pas du tout de la technologie, c'est des règles organisationnelles, financières, assurantielles, et qui sont en fait assez faciles à mettre en place si et seulement si les politiques comprennent l'intérêt de rompre avec l'approche linéaire. Et donc le lobbying qu'il faut faire apparaître maintenant, aujourd'hui, c'est du lobbying organisationnel. C'est-à-dire en fait expliquer aux politiques que de toute manière la planète est finie,
que la croissance infinie sur un monde fini en ressources, ce n'est pas possible, et que si on veut éviter en fait la catastrophe écologique qui est en cours aujourd'hui, et si on veut en atténuer les effets, il faut rompre avec cette approche linéaire. Donc d'où l'intérêt d'avoir une coalition des réseaux, parce qu'on ne pourra pas y arriver seul, et c'est pour ça qu'on a créé GenAct. Alors GenAct, c'est une plateforme de plateformes où on essaye de fédérer tous ceux qui apportent des solutions, parce que quand on n'a qu'un marteau, tous les problèmes en forme d'un clou, hein, c'est extrêmement complexe, donc il y a énormément de solutions pour produire le monde autrement. L'ESS, évidemment, les coopératives, les SIC, on est complètement à fond avec ces modèles-là, mais il y a encore des SAS, il y a encore des SA, il y a encore des entreprises qui sont cotées aujourd'hui et qui sont essentiellement les entreprises qui polluent le plus. Donc si on ne leur offre pas une alternative à leur modèle linéaire, il ne se passera rien. Donc au travers de GenAct, on veut mobiliser les salariés conscientisés par les fresques du climat, par tous les outils de sensibilisation qui existent aujourd'hui et qui fonctionnent bien dans les entreprises, mais qui laissent souvent les collaborateurs de ces mêmes entreprises dans le désarroi, parce qu'une fois qu'ils ont pris conscience, ils se disent « mais qu'est-ce que je peux faire ?» Et on peut faire plein de choses quand on est salarié, à condition d'avoir compris comment faire autrement. Et donc, les modèles économiques à visée régénérative, ce n'est pas une mode, c'est des choses qui existent depuis très très longtemps, notamment dans le domaine de l'agriculture, et qu'on essaye maintenant de pousser dans tous les secteurs de l'activité, mais ça nécessite un reset logiciel complet dans la tête des dirigeants. Donc la CEC fait sa part, mais il n'y a que 2000 entreprises qui ont suivi ces parcours, ça ne va pas assez vite. C'est pour ça qu'on propose, nous, avec GenAct, de faire en sorte de mobiliser les collaborateurs qui ont des enfants, les collaborateurs qui sont éco-anxieux, les collaborateurs qui ont envie de bouger, de se former déjà à cette économie à visée régénérative en utilisant les contenus proposés par la plateforme GenAct, parce que de toute façon, on a besoin d'avoir une montée en compétences très importante des collaborateurs sur ces sujets, parce que ce qu'on apprend dans les écoles aujourd'hui, ça reste l'économie linéaire, c'est certainement pas l'économie permacirculaire. Donc une fois qu'on est formé, une fois qu'on a compris, une fois qu'on maîtrise le process du passage du linéaire au permacirculaire, eh bien, on peut expérimenter. Et donc, la deuxième jambe de GenAct, c'est l'expérimentation sur le terrain, dans les territoires, dans les entreprises, à côté des business qui fonctionnent encore avec la vieille économie, de faire émerger ces nouveaux modèles économiques. Alors, il y a plein d'entreprises qui s'y mettent, ce n'est pas connu pour l'instant. Pourquoi ce n'est pas connu? Parce que on considère encore ces entreprises-là comme étant un peu des naïfs. Ils acceptent de baisser l'écart de salaire entre ceux qui gagnent beaucoup et ceux qui gagnent moins. Ils mettent des représentants de la nature au board. Ils acceptent des rentabilités qui sont 2 à 3 fois moindres que les entreprises dites classiques. Ils ont des relations avec leurs fournisseurs qui ne sont pas dans une approche « je gagne, tu perds », mais vraiment dans une approche collaborative, coopérative. Donc ça apparaît comme, pour beaucoup de soi-disant seigneurs du management, ça apparaît comme naïf aujourd'hui, et pourtant c'est la seule chose qui pourra fonctionner. Donc, comme on n'a pas beaucoup de temps, je vous encourage à adhérer à GenAct, à vous former à l'économie régénérative, à mettre en place dans vos entreprises, dans vos sphères d'influence, des projets, et comme dirait l'autre, au pire, ça marche. Hein. Merci beaucoup. Thomas, pour une toute petite intervention, avant de conclure. J'ai essayé de faire court au début, je vais essayer de faire court à la fin, mais je voulais redire un petit mot, parce qu'en fait, si on est tous là présents, c'est pour une bonne raison, c'est parce qu'il y a du lien qui est en train de se créer entre nous, et c'est d'ailleurs l'objet de la table ronde. On a dressé, en nous écoutant, en écoutant la table ronde de tout à l'heure, un portrait un peu sombre de la situation dans laquelle on est, et d'ailleurs à juste titre, mais Laure d'ailleurs nous a invités à entretenir l'étincelle, la flamme qui nous reste d'espoir pour voir une société plus juste et soutenable advenir. Et moi, tout ce que je vois dans l'ombre en ce moment me fait penser qu'on a à peu près tout ce qu'il faut pour faire de cette flamme une belle vasque olympique. Je prends un truc un peu à la mode, mais je le dis parce que jamais, de ma fenêtre en tout cas, on a eu autant de coopération et de moments collectifs avec des réseaux qui veulent œuvrer pour la même chose. Il nous manque peut-être 2 trucs. Le premier, il nous faut notre Pierre-Édouard Stérin à nous. Donc, si vous connaissez quelqu'un qui a 150 millions à mettre dans un mouvement d'entreprise qui veut s'engager, on le veut bien. Le deuxième truc, plus sérieusement, qu'il nous faut, et là, c'est vraiment un message, un appel à tous ceux sur scène et en dehors qui sont dans la salle, toutes celles et ceux qui sont là, c'est qu'on n'a plus le temps pour ne pas être d'accord
sur la forme, puisqu'on est tous d'accord sur le fond. On a évoqué 2027, c'est demain. On a évoqué l'urgence écologique, elle est déjà là. On a tous des modalités, des réseaux derrière nous, des façons un petit peu différentes d'œuvrer, mais on aspire tous à la même chose. Donc, il est vraiment temps de faire œuvre commune. Et j'espère que dans les mois à venir, j'entendrai parfois un petit peu moins de désaccords de forme ou sur des points de détail, parce que sur le fond, on est tous d'accord et il est vraiment temps d'y aller. Merci. Merci Thomas, merci à tous. Moi, je suis très heureuse de cette table ronde et de vous voir tous alignés. Je crois qu'on est tous d'accord sur le fait qu'il faut qu'on coopère encore plus, encore mieux. Et j'ai quelques idées sur dépenser cet argent au mieux. Et en fait, on est très différents, on a des histoires et des niveaux de radicalité différentes. Et ça tombe bien parce que quand on veut accélérer sur un lobby d'intérêt général, c'est utile, en fait, que chacun joue son rôle. Alors nous, on voudrait vous proposer, à notre échelle, avec notre petite expertise, un lobby d'intérêt général en 2 phases. D'abord, c'est un marketing politique, un outil de marketing politique. Et puis après, c'est une stratégie pour reprendre le pouvoir. Alors, l'outil de marketing, c'est les lois cadres. On n'a rien inventé, on utilise un peu ce que fait le lobby conventionnel, les lois prêts à l'emploi. Mais ce n'est pas une loi de plus. C'est une loi qui fixe le cadre et en l'occurrence, qui donne le phare, qui donne la direction. Et l'avantage, c'est qu'on se met assez vite d'accord, en fait, quand on est à ce bon niveau. On ne se fait pas enfermer sur le comment, sur le pourquoi, si, mais sur le comment on va faire. On fixe la loi dont on a besoin pour fixer le cadre de survie et dans lequel les entreprises de toute taille et de tout secteur vont pouvoir libérer l'innovation, l'investissement. Les entreprises, elles ont besoin de prévisibilité. On nous rebat les oreilles d'efficacité, de prévisibilité, d'agilité. Eh bien, c'est ça, une loi cadre. Et c'est l'État qui a repris son rôle, qui ne se laisse plus emprisonner par quelques multinationales. Donc cet outil marketing, c'est une stratégie politique, c'est fixé en quelques articles, 5, un monde qui fonctionne et les lois dont nous avons besoin. Voilà, et donc ça, c'est une méthode qu'on a déjà appliquée, nous, régulièrement, et donc c'est pour ça qu'on a envie de le soumettre à la sagacité commune pour y arriver ensemble, parce qu'on a tous les ingrédients pour que la mayonnaise prenne, et ça fait plaisir de les voir tous réunis. Donc c'est entre 5 et 10 dirigeants qui, en quelques mois, parce qu'ils vont apprendre en 3 jours de temps, voilà, divisés en différentes sessions et différents temps, des entretiens individuels puis collectifs, vont aboutir à 5 articles, une vision, des incitations pour y arriver, des obligations de comportement minimum, des interdictions de comportement néfaste et le financement. Voilà. Et on reprend la base et on monte. Et on porte ce message pour dire, voilà, on s'est structuré, vous nous renvoyez toujours la balle, nous, monde économique alternatif, réformé à impact, en disant, faites-nous la preuve que c'est possible, on vous la montre. Voilà, on l'a écrit noir sur blanc. Et maintenant, est-ce que vous êtes avec nous ou comment vous pouvez être avec nous? Parce qu'ils ne vont pas tous être avec nous. Pour imposer, il va y avoir une stratégie en 3 temps. Ça, c'est pareil, c'est une stratégie de lobbying classique. On reprend ce qui marche en face, on l'adapte, on le met avec éthique et transparence. Pour ça, 3 étapes. La première, c'est travailler avec tous nos alliés naturels. C'est ceux présents dans la salle, mais c'est aussi ceux qui sont dehors, c'est les associations, c'est les ONG. Donc, on travaille d'abord à ces propositions de loi, et ensuite, on va voir les syndicats salariés, les ONG, les citoyens, les responsables de collectivités territoriales, pour leur proposer de bonifier ces propositions de loi. Ça va nous permettre derrière de structurer vraiment ce front, lui donner un objectif, en fait un narratif, quelque chose de construit, pour porter des messages et aller chercher les premiers médias et les premiers politiques. Là, on est vraiment au stade de la construction. Une fois qu'on a rallié nos alliés naturels, les politiques, on a médiatisé, la deuxième étape, c'est d'aller diviser les réfractaires. On ne va pas commencer par ceux qui sont les plus opposés à nous. On va travailler ce centre mou dont on a beaucoup parlé, qui sont les entreprises, pas du tout dans l'impact à la base, mais qui se rendent compte qu'en fait, c'est une mauvaise affaire économique, l'histoire. Que dans leur chaîne de valeur, qu'il va y avoir des problèmes d'approvisionnement, de logistique, que leur cœur de métier peut être complètement remis en cause, qu'il n'y a pas de prévisibilité, et qu'accessoirement, ils peuvent quand même regarder leur enfant en face et devenir les super-héros et les nouveaux patrons de demain qui ont anticipé les besoins de la société et qui développent des activités utiles.
on en connaît pas mal, et ceux-là, c'est vraiment les renforcer, les emmener, et on a besoin de tout le monde, des médias, des salariés, des citoyens qui interpellent au bon moment leur marque préférée et leur patron. Et donc après, la dernière étape, c'est celle où on n'est pas naïf, mais on a une idée pour essayer de renverser un petit peu ce rapport de force. C'est vraiment, on a les grands noms des PME et TI françaises et européennes qui nous ont rejoints parce qu'ils voilà, ils sont prêts à porter ce message avec nous. Et donc là, on va peser dans les campagnes électorales. Pour ça, tu es sur ma feuille, on sait que toutes les multinationales ne vont pas craquer. Et ce n'est pas l'enjeu. On sait qu'il y en a qui ne seront jamais foncièrement d'accord avec nous. Mais par contre, on sait qu'on peut aller en chercher quelques-unes qui vont, sous la force de la pression citoyenne, de la conviction, vont voir le coût et se dire, là, il y a un coup à jouer, politique, marketing, pour aller dans la réputation et me redorer mon image. Et donc, c'est ces acteurs-là qu'on veut essayer d'aller chercher pour se dissocier publiquement des autres. Et une fois qu'on en a un qui commence à se dissocier, ensuite, on va pouvoir continuer à dérouler. Ça vient nous aider. À ça, on est vraiment dans le rapport de force. Et c'est ça aussi, il faut qu'on l'assume, qu'il y a des moments où on ne peut plus que demander gentiment. On a des bonnes idées, mais au bout d'un moment, il faut aussi y aller et assumer. Et c'est là, pour finir, où tous vos degrés de radicalité, avec les ONG, des syndicats, vont nous permettre de gagner les combats. C'est parce qu'on va pouvoir jouer sur ce continuum et se serrer les coudes les uns les autres. Le jeu d'acteurs pour maintenir le rapport de force, y aller et les diviser, eh ben, il est utile. Donc c'est ça le lobbying. Voilà, nous on est des spécialistes du lobbying et on l'assume. C'est rassembler, dénoncer, imposer, et à chaque campagne, on rend l'inaction inacceptable. Et ça commence maintenant. Alors vous avez tous dans vos réseaux, nous on est des humbles techniciens de la transcription légistique et de la montée en puissance des rapports de force, mais en fait c'est dans vos réseaux que ça se passe. Donc ces patrons, parce que c'est essentiellement le monde économique qui peut faire basculer, parce que c'est eux qui sont crédibles dans les campagnes, c'est eux face à Bercy et Matignon, et c'est eux dont on manque, qui ne sont pas assez visibles. Eh bien, voilà, il suffit de 10 DG par secteur, et nous on s'occupe de rédiger ces lois et de les fournir comme objet politique, marketing, pour aller chercher les candidats, pour aller à la bataille, et on a 2 ans, et on peut y arriver. Voilà, donc téléchargez le rapport, les patrons dans la salle, venez nous voir, on va faire un appel à candidature à l'automne, et le reste des salariés et des citoyens, n'hésitez pas à partager, à faire des posts, on a des super infographies qui a été faite par l'équipe, on a un résumé, le rapport c'est en avant-première, il sera disponible demain officiellement pour les journalistes, mais comme vous avez eu la patience de rester, voilà, vous pouvez d'ores et déjà le télécharger avec toutes nos infographies. Et on a un super buffet VG, bio, vous nous connaissez. Voilà, donc discutons et gagnons ensemble. Merci beaucoup.